Il y a plus de 2500 ans, un homme a décidé que l'éducation ne devait plus être l'apanage des puissants. Il a parcouru des principautés en guerre, affronté le mépris des élites et fondé une école ouverte à tous. Son nom a traversé les siècles. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil du temps pour comprendre Confucius, le maître qui a voulu réapprendre l'humanité. Confucius, ou Kongfuzi, maître Kong, serait né en 551 avant notre ère dans la ville de Koufu, dans la principauté de Lu. Issu d'une lignée noble déchue, il perd son père très jeune et grandit dans la modestie. Malgré les difficultés, il reçoit une éducation qui le conduit à des postes administratifs locaux. Vers l'âge de 40 ans, après avoir exercé comme fonctionnaire et précepteur, il accède à des responsabilités importantes, préfet, puis ministre. Mais la politique de cour le déçoit. Il renonce à la carrière officielle pour partir sur les routes. Pendant plus d'une douzaine d'années, il parcourt les principautés. Wei, Cao, Song, Chen, Kai, offrant conseils et enseignements aux princes et aux élites. Ces pérégrinations sont souvent infructueuses. Les princes l'écoutent, parfois l'ignorent, parfois le repoussent. On raconte qu'il aurait croisé Laozi, le sage du Tao, dans un échange bref et mémorable. À 68 ans, fatigué mais fidèle à sa mission, Confucius revient à Koufu. Il fonde alors une école privée où il enseigne à des milliers d'élèves, riches ou pauvres. Parmi eux, 72 atteignent, selon la tradition, la vertu de la rang, l'humanité. Comme Socrate, Confucius n'a laissé aucun texte de sa main. Ce sont ses disciples qui ont rassemblé ses paroles dans un recueil que nous connaissons sous le nom des Entretiens, ou Lun Yu. Ce livre n'est pas un traité philosophique systématique. Il est fait d'aphorismes, d'anecdotes, de maximes et de conseils pratiques. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Les entretiens mettent en avant des thèmes simples et puissants. La reine, l'honnête homme, le junzi, l'importance des rites et la valeur de l'étude. Confucius a aussi travaillé à la transmission des textes anciens, les 5 classiques, qu'il considérait comme la mémoire et la boussole de la société. Pour lui, revenir à la tradition signifiait restaurer l'ordre et la vertu chez les dirigeants. Quelles sont les valeurs que Confucius a voulu transmettre? D'abord la reine, cette humanité faite de bienveillance et de respect. Ensuite, le junzi, l'homme de qualité qui se forme sans cesse et gouverne par l'exemple. Il prône le juste milieu, ni excès, ni carence. Sa méthode est pratique et humble. Il enseigne par la répétition, la question, la réflexion. Il dit « Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. » Il rejette les dogmes et l'obstination. Il valorise l'esprit critique et la conscience de son ignorance. On raconte que le maître pêchait à la ligne et non au filet. Il ne tirait jamais un oiseau posé. Ce détail illustre son éthique de retenue. Agir avec mesure, respecter la vie et la dignité. L'influence du confucianisme dépasse la Chine. Corée, Japon, Vietnam et les diasporas ont intégré ces valeurs dans leurs systèmes éducatifs, politiques et sociaux. Les entretiens sont l'un des textes les plus lus au monde. À Koufu, le temple, le cimetière et la demeure familiale de Confucius forment aujourd'hui un site classé par l'UNESCO, un lieu de pèlerinage pour des milliers de visiteurs. En Occident, à partir du XVIIe siècle, les missionnaires et les philosophes des Lumières ont découvert Confucius. Voltaire et d'autres ont vu en lui un modèle moral capable de critiquer le despotisme. Ainsi, la pensée confucéenne a nourri des débats sur la raison, la morale et la gouvernance bien au-delà de l'Asie. Pourquoi revenir à Confucius aujourd'hui? Parce que ses idées restent étonnamment actuelles. L'éducation pour tous, l'exemplarité des dirigeants, la recherche du juste milieu et l'amélioration continue de soi sont des réponses simples à des défis complexes. Dans un monde d'excès et d'extrêmes, la voix du maître nous invite à la mesure, à la responsabilité et à l'humilité. Confucius n'était ni prophète ni magicien. Il était un maître qui croyait que la vertu et l'éducation pouvaient transformer les hommes et les sociétés. Sa sagesse nous rappelle que chaque petit geste compte, que la connaissance s'acquiert par l'effort et que l'exemplarité est la première loi du pouvoir. Si ce voyage dans la vie et la pensée de Confucius vous a touché, abonnez-vous
à histoires et mystères incroyables. Chaque semaine, nous explorons des vies qui ont changé le monde et des idées qui continuent de nous inspirer. Cliquez pour vous abonner et ne manquez pas la prochaine histoire. Il y a 2500 ans, naissait un homme dont les idées allaient influencer l'existence de milliards d'individus et marquer à jamais la pensée d'une nation. Cette nation, c'est la Chine. Et cet homme se nomme Kongzi, plus connu en Occident sous le nom de Confucius. Né dans une époque de troubles et de guerre, Confucius a fondé une doctrine philosophique, politique et morale qui visait à rétablir l'harmonie. Ces idées rejetées de son vivant ont été finalement adoptées par les empereurs chinois des centaines d'années après sa mort. Elles ont ensuite survécu à l'histoire tumultueuse de la Chine et marquent encore aujourd'hui de leur empreinte la vie de millions d'individus, aussi bien en Asie que dans le reste du monde. Depuis près de 2000 ans, les enseignements de Confucius constituent la pierre angulaire de l'éducation chinoise. Les notions de méritocratie, d'obéissance et d'autorité morale ont façonné durablement le paysage politique et économique du pays. Confucius considérait les rites et les cérémoniales comme le ciment d'une nation. Aujourd'hui encore, ce concept régit aussi bien les célébrations officielles que le noyau de la société chinoise, la famille. Pour comprendre la Chine, il faut comprendre Confucius et son héritage. La biographie de Confucius n'a été rédigée que 400 ans après sa mort, sous la dynastie des Han. Après des siècles de guerre civile, la Chine est entrée dans une ère de paix et de prospérité, d'innovation technique et d'érudition. Une grande partie des coutumes et des traditions qui caractérisent la Chine moderne datent de cette période. À la cour, le grand historien Sima Qian consacre sa vie à la rédaction du premier ouvrage sur l'histoire de la Chine, le Shiji. On y trouve les événements marquants et le portrait des dirigeants et des personnages qui ont apporté leur contribution à l'Empire chinois. Et entre autres, la première biographie de Confucius. Mélange de faits réels, de traditions orales et d'éléments imaginés par Sima Qian, cette biographie reste l'une des principales sources qui existent sur la vie de Confucius. Elle relate notamment les difficultés qu'il a rencontrées pour faire entendre ses idées. Confucius dit à Yan Hui, « Je ne suis ni un rhinocéros, ni un tigre, et pourtant je suis acculé dans cet endroit isolé. Est-ce que mes idées sont mauvaises ?» La biographie de Confucius par Sima Qian est fondamentale, car c'est la toute première fois qu'on tentait de compiler les récits qui circulaient depuis sa mort 300 ans plus tôt. Sima Qian était très conscient de l'humanité du philosophe.
Celui-ci avait réussi non seulement à vivre dans un contexte difficile, mais aussi à transmettre un message prônant l'humanisme et la moralité. À l'époque, évidemment, il ne se doutait pas que ces idéaux deviendraient aussi essentiels pour les Chinois. Le père de Confucius est un officier à la retraite. Il est déjà père de 9 filles avec sa première épouse et d'un fils pied-bot avec sa concubine. Voulant à tout prix un héritier mâle bien portant, il demande en mariage une des filles d'une famille voisine, alors âgée de 17 ans. Il avait 60 ans quand il a fait sa demande à la famille Yan. Le père a donc demandé à ses 3 filles laquelle accepterait d'épouser le vieil homme. Les 2 aînés n'ont pas répondu. Après tout, qui aurait eu envie d'épouser un vieillard? Mais la Benjamine a dit que c'était à lui de décider. C'est donc elle, Yang Tsun-tse, qui a été mariée au père de Confucius. Dans l'espoir d'avoir un fils, les futurs parents de Confucius font un pèlerinage sur la montagne de Nikyochan. D'après Sima Chan, le père et la mère de Confucius ont eu un rendez-vous galant en pleine nature. Le terme chinois est Yechao. Les spécialistes de Confucius sont très gênés par cette idée. Cela s'explique peut-être parce que son père avait une 60aine d'années et que sa mère était encore une adolescente à l'époque de cette relation. Ça ne paraît pas très convenable. Mais cela montre aussi que le philosophe était profondément humain et qu'il a dû affronter de nombreux problèmes en grandissant. La biographie écrite par Sima Chan a inspiré la vie de Confucius illustrée, un des plus anciens livres d'images chinois. Une édition de l'ouvrage est conservée précieusement aux archives du Sankong, la province natale du philosophe. Datant du XVe siècle, le livre relate aussi de nombreux mythes qui ont commencé à circuler après la mort de Confucius, en particulier celui qui entoure sa naissance. C'est une version très évocatrice, qui plonge le lecteur au cœur du récit. Cette scène illustre la visite d'un animal fabuleux, le Qilin, à la mère de Confucius. Le Qilin a la tête d'un dragon, les écailles d'un serpent et le corps d'un cerf. Dans la mythologie chinoise, il annonce un grand événement. Mais cela nous révèle aussi quelque chose d'important sur le caractère de Confucius. Dans la tradition chinoise, un animal doté d'un corps de cerf, couplé à d'autres éléments naturels, est une créature calme et douce. Le cerf ne fera jamais de mal aux autres animaux. Il n'écrasera même pas un insecte. C'est pour cette raison que la présence du Qilin est aussi importante dans ce dessin. Il dit que Confucius est un personnage remarquable, pas un homme ordinaire. Confucius a 3 ans quand son père décède, laissant sa famille dans une grande misère. L'ouvrage retrace ses jeunes années.
Le jeune homme appartient à la caste des She. Il exerce une succession de petits métiers, entre autres administrateur d'état des troupeaux de bœufs et de moutons. Le caractère She peut se traduire de plusieurs façons. Pour ma part, je préfère gentilhomme roturier, c'est-à-dire juste un cran au-dessus du simple roturier. Mais ce qui distinguait le She de ce dernier était le fait qu'il était autorisé à faire des études. Confucius finit par fonder une école et sa réputation de philosophe s'étend peu à peu. On dit qu'il aurait eu plus de 3000 élèves. Confucius ne dispensait pas un enseignement savant et rigide. À l'instar des philosophes de la Grèce antique, il visait plutôt à donner un cadre de vie aux puissants, aux personnages qui détenaient le pouvoir, qui avaient des loisirs et souhaitaient gouverner avec sagesse. Ces préceptes constituent la base d'un des recueils les plus sacrés de Chine, les Entretiens de Confucius. Cette compilation des pensées et des citations les plus importantes du philosophe a accompagné le développement de la civilisation chinoise. Copiés par ses disciples sur de fragiles lattes de bambou, les fragments les plus anciens de ce texte ont été découverts dans des tombes datant de 300 avant Jésus-Christ. Ils montrent que des versions différentes de l'ouvrage ont circulé pendant les siècles qui ont suivi la mort du philosophe. C'est au IIe siècle après Jésus-Christ qu'une version définitive est gravée sur des stèles. Exposée à l'Académie impériale pour que les lettrés puissent l'étudier, elle constitue l'un des textes fondateurs de l'Empire chinois. C'est ce même texte qui est enseigné dans les écoles chinoises depuis plus de 2000 ans. Les Entretiens de Confucius est le recueil le plus important des classiques confucéens. C'est une compilation des paroles et des actes de Confucius et ses disciples. Elle rend compte des méthodes d'enseignement du philosophe et des conversations avec ses élèves. Aujourd'hui, les Entretiens de Confucius sont le fondement de la philosophie confucéenne, le code moral devenu la base de la tradition culturelle chinoise. Les Entretiens de Confucius sont en quelque sorte notre Bible. C'est un classique que tout Chinois se doit de lire. Il prône les vertus du développement personnel, des règles qui régissent la famille et la nation, et l'harmonie du monde. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « La moitié des entretiens suffit à gouverner le monde ».
Quand Confucius naît, vers 551 avant notre ère, la Chine est en proie au chaos politique. Elle est divisée en de nombreux États qui se livrent des guerres meurtrières pour établir leur domination sur le pays. Confucius est né pendant une période de conflit perpétuel. Les États se battent les uns contre les autres, assassinent les seigneurs rivaux et détruisent les royaumes ennemis. Il y a alors 14 royaumes en lutte. Un noyau composé de 8 petits États s'étend dans la plaine centrale, encerclé par un groupe d'États voisins plus grands et plus puissants. Celui dont Confucius est originaire est l'État de Lu, voisin du grand royaume de Qi. Et il ne fait aucun doute que les maîtres de Qi veulent annexer la principauté de Lu. Désireux de trouver une solution à toute cette violence, Confucius s'inspire du passé, en particulier de la dynastie des rois Zhou, qui avait régné sur une bonne partie de la Chine 600 ans auparavant. Cette période était considérée par beaucoup, dont Confucius, comme un âge d'or, un temps où les rois vertueux gouvernaient avec bienveillance et compassion. Par contraste avec la violence politique qu'il voit autour de lui, Confucius est convaincu que cette période révolue de paix et de stabilité était en grande partie le fruit des rites, des coutumes et des cérémonials anciens qui unissaient la société. Un principe qu'il baptise Li. Le principe du Li peut se résumer par l'idée de cérémonial, de rite. C'est aussi ce que nous regroupons sous le terme de coutume et de pratique sociale. Par exemple, les paroles que je prononce quand je salue un vieil ami, ou que je rends hommage à un professeur, ou un parent. Confucius a montré le rôle fondamental que jouaient ces coutumes et ces pratiques pour la cohésion de la société. Désireux d'apprendre par lui-même ses coutumes et ses rites, Confucius est autorisé à sortir du royaume. Nous sommes en 518 avant Jésus-Christ, il a 33 ans. On lui donne un chariot et 2 chevaux. C'est ainsi qu'il part pour l'ancienne capitale des Zhou, aujourd'hui Luoyang. Pourquoi Luoyang? C'était la capitale de la dynastie Zhou. C'était là-bas qu'étaient conservés tous les documents sur les règles et les cérémonials anciens. Confucius a eu alors beaucoup de chance. À Luoyang, il rencontre Lao Tzu, qui occupait alors un poste équivalent à celui du conservateur des archives et de la Bibliothèque nationale. Grâce à cette rencontre, il a pu accéder à une compréhension approfondie des documents classiques de la dynastie Zhou. Le philosophe étudie avant tout les rites sacrés, en particulier les cérémonials ancestraux essentiels pour préserver l'harmonie entre le monde des hommes et le cosmos.
Une grande partie de ces rituels consistait en sacrifice d'animaux, en offrande de sang et de vin aux ancêtres et aux dieux. Car les ancêtres vivaient au ciel et devenaient des dieux après leur mort. On ne se contentait pas d'apporter de la viande et du vin. Dans chaque cas, on devait les présenter avec toute la déférence voulue. D'une certaine façon, le fait de se souvenir de ses ancêtres et de leur faire des offrandes leur redonnait vie. Il y a un facteur religieux très présent dans cette démarche. On est toujours enraciné dans le monde, mais en même temps, on s'élève vers le ciel. Cela dit, il faut bien faire la distinction entre ce type d'expérience religieuse et celle qui s'adresse à un créateur, à une force extérieure au monde des hommes. Les objets utilisés lors de ces sacrifices par les rois Zhou sont désormais exposés au Musée national de Chine à Pékin. Récipients géants, cloches en bronze et gobelets en métal aux formes recherchées, tous témoignent de la sophistication des civilisations de l'âge de bronze en Chine. Mais pour Confucius, ils sont aussi porteurs d'un message très clair. Les techniques mises en œuvre pour fabriquer des armes pourraient servir à créer de nouveaux ustensiles servant l'harmonie et la paix. Cette époque est caractérisée par le début de l'esthétisation de la culture. Grâce à elle, l'homme abandonne son animalité et devient un être élégant et enchanté. Au début d'une période extrêmement troublée, Confucius essaie de réhabiliter le principe du li qui s'était affaibli depuis que la Chine était en proie à la guerre. Les rites anciens visaient l'harmonie cosmique. Mais Confucius était convaincu que l'harmonie sociale pourrait être rétablie grâce à ces centaines de petits rituels qui, aujourd'hui encore, régissent la vie en Chine. Cela va de la poignée de main et des formules de salutation aux relations entre les jeunes et les anciens, entre les enseignants et les élèves et entre les époux. Le but du li est d'éveiller un sentiment d'appartenance et de sollicitude chez ceux qui participent à tel ou tel rituel. C'est pour ça qu'il y a les repas en famille, par exemple, où les plus âgés mangent les premiers. Il y a aussi des rituels qui réunissent la famille et l'enseignant, où l'élève doit boire comme ça, sans regarder son professeur. Ce sont des cérémoniales hiérarchisées, mais leur objectif est de susciter chez chaque participant un sentiment de sollicitude pour les autres. Le génie de Confucius est d'avoir voulu transmettre quelque chose qui existait déjà dans les pratiques quotidiennes au sein de la famille ou d'une communauté. Ces rituels n'avaient rien d'arbitraire. Leur valeur avait déjà été démontrée par d'autres bien avant. Aujourd'hui, la ville natale de Confucius s'appelle Chufu. C'est une des grandes villes historiques du pays, qui abrite ce qu'on appelle les Sankong, les 3 sites confucéens. Le premier est le Kong Miao, le temple de Confucius. C'est le plus vaste complexe culturel de Chine après la cité interdite à Pékin. Non loin se trouve le Kung Fu, la résidence où les descendants de Confucius vécurent dans l'opulence et les honneurs. Enfin, à la lisière de la ville s'étend le Konglin, la forêt où Confucius lui-même et les membres de sa famille sont enterrés depuis des générations.
D'après la biographie du philosophe par Sima Chan, c'est aussi à Chufu que Confucius connaît son plus grand succès politique. À 50 ans, il entre au gouvernement du royaume de Lu en qualité de ministre de la Justice. C'est en appliquant les principes du Li qu'il va transformer l'État. Il a mis en place une série de règles qui régissaient les usages et cérémonials publics. Il a donné du travail aux gens en fonction de leur force physique et de leur âge. Sur les marchés, les éleveurs de bétail trompaient leurs clients en donnant beaucoup à boire à leurs bêtes le matin. De cette façon, elles étaient plus lourdes et les propriétaires les vendaient plus cher. Tout ça a cessé avec l'arrivée de Confucius. Sima Chan a insisté sur le fait que Confucius n'a pas réformé à coup de loi. Au contraire, il a préféré éduquer les individus grâce aux pratiques et aux rituels sociaux. Grâce à cela, les gens ont réalisé qu'ils n'agissaient pas bien et ont alors modifié leur comportement. Depuis plusieurs dizaines d'années, le principe du Li énoncé dans les entretiens de Confucius connaît un véritable retour en grâce dans toute la Chine. Dans le village de Baidongye, à 1 heure de route de Chufu, ces préceptes moraux font partie intégrante de la vie quotidienne. Les parents sont fautifs s'ils élèvent leur enfant sans l'éduquer. Sincère en parole et déterminé en acte. Depuis 2 ans, le chef du village a décidé d'éveiller ses concitoyens aux principes confucéens. Chaque matin, il leur diffuse par haut-parleur des passages du Dizigui, une version simplifiée des entretiens. Tous les matins à 7h30, je fais écouter le Dizigui à tout le village. Ça permet d'élever la conscience morale des masses et de rétablir l'harmonie. Depuis la mise en place du programme éducatif, les choses ont changé. Ceux qui n'étaient pas attentionnés avec les anciens le sont devenus. Les disputes entre belles-sœurs sont moins fréquentes et les relations de voisinage se sont améliorées. Dans le village, une femme frappait sa belle-mère. Depuis qu'elle suit les cours du Dizigui, elle n'est plus la même. Elle a compris que c'était honteux de frapper une personne âgée. Je pourrais vous citer plein d'exemples similaires. Mon travail de chef du village est bien plus facile. Du vivant de Confucius, grâce à la réintroduction des rituels et des coutumes anciennes, le royaume de Lu connaît un regain de prospérité. Mais le philosophe est victime d'une campagne de dénigrement de la part de ses adversaires politiques.
La vie de Confucius illustrée raconte en effet comment l'État de Qi s'est senti menacé par le royaume de Lu, alors conseillé par le philosophe. Ses dirigeants ont ainsi conçu un plan qui allait bouleverser l'existence de Confucius. C'est intitulé « Superbes chevaux et belles femmes ». Le nombre de chevaux et de musiciennes n'est pas le même que celui qui avait été consigné officiellement. D'après la légende, le roi de Qi offrit à Ting, le duc de Lu, 120 chevaux magnifiques et 80 danseuses parmi les plus belles du royaume. Émerveillé, le duc de Lu s'est mis à négliger les cérémonies de la cour et les rites sacrés. En 3 jours à peine, le principe du lit a été abandonné.